Je voudrais savoir, Pierre, pourquoi livrer les grandes villes devient si compliqué finalement? Alors on peut voir plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a une accélération du nombre de livraisons dans les villes, avec un phénomène que tout le monde connaît, qui est le e-commerce. On en a parlé ce matin, il y a une croissance du e-commerce encore au premier trimestre, qui était de plus 13% en France. Ça représentait 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre. Donc ça a une croissance de plus en plus forte en termes de volume d'une part, mais également il y a un phénomène qui est la baisse du panier moyen du consommateur. On est passé en 3 ans de 70 à 65 euros. Donc forcément, il y a plus de chiffre d'affaires et un panier moyen plus petit, donc un nombre de transactions qui augmente, 345 millions de transactions au premier trimestre, et de facto un nombre de livraisons qui augmente. Donc ça, c'est le premier phénomène de masse. De là se greffe un autre phénomène qui est le phénomène des retours, puisque les retours ne sont pas pris en compte dans les chiffres du e-commerce, mais les retours augmentent, alors avec des politiques commerciales de certaines sociétés comme Sarenza ou Spartoo qui vous permettent d'acheter 3 paires de chaussures et d'en renvoyer 2, mais également aussi avec des prestataires performants, je pense à la Poste, qui permettent de faire des retours beaucoup plus rapidement, parce qu'aujourd'hui on peut via Colissimo mettre son colis dans sa boîte aux lettres et demander au facteur de passer. Donc il y a un phénomène très important aussi d'accroissement des retours. L'autre point qu'on peut voir, outre l'accroissement des livraisons, c'est des livraisons de plus en plus exigeantes. On veut des livraisons de plus en plus rapides. On parlait ce matin de Prime Now, mais on a aussi la Fnac qui permet de livrer en 2 heures chrono. Et des livraisons aussi, de plus en plus, la tendance dans des rendez-vous bien précis. On veut maintenant des rendez-vous. Et je me permets de citer encore le groupe La Poste qui permet avec Predict, par exemple, Colissimo, de prendre des rendez-vous dans des créneaux horaires très précis et de changer les créneaux quelques heures avant. Donc cette notion d'exigence au niveau du rendez-vous apporte une contrainte supplémentaire et un frein à l'optimisation, en particulier des tournées. Et puis le troisième phénomène, c'est un phénomène réglementaire. Les villes sont de plus en plus sensibles aux pollutions par le CO2. On a la chance ou pas de vivre à Paris, mais en tout cas Paris est un exemple assez significatif, puisque Paris est la première ville qui a été en France allouée zone à circulation restreinte, ZCR, et qui aujourd'hui, donc via les systèmes critères, les vignettes critères, restreint la circulation en ville, avec un objectif clairement affiché par Anne Hidalgo de proscrire complètement le diesel en 2024. Donc ça veut dire derrière trouver des moyens de locomotion différents. Et également aussi, on peut rajouter en termes de contraintes sur la ville, des contraintes d'accès au centre-ville qui sont de plus en plus difficiles. On a par exemple Rome qui a fermé son centre-ville à l'accès aux poids lourds, et également d'autres villes en Europe. Voilà. Donc c'est ça les grandes tendances. Une croissance forte du e-commerce, avec non seulement une croissance forte, mais des livraisons de plus en plus fréquentes, des livraisons de plus en plus exigeantes, et également des contraintes réglementaires de plus en plus fortes. Donc tu es en train de nous dire que là, ça ne va pas s'arranger dans la circulation. C'est-à-dire, on parlait d'imprévu, il va falloir être de plus en plus innovateur pour trouver des solutions, et je pense qu'on va en parler aussi. Alors justement, comment les transporteurs s'en arrangent de ces contraintes, de cette circulation de plus en plus difficile dans les centres-villes? DB Schenker, peut-être pour commencer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, la question du centre-ville est cruciale. Et je voudrais rajouter un sujet. On dit il fait beau temps aujourd'hui à Paris. Néanmoins, j'étais sur le Mont Blanc l'année dernière et ça fait la transition avec l'image qu'on a vue tout à l'heure. J'y étais il y a 30 ans avec mon grand-père et le Mont Blanc et le glacier est 40 ou 50 mètres plus bas. Donc, je voudrais mettre en plus le sujet climatique dans le sujet, et DB Schenker effectivement s'engage fortement en termes de réduction de CO2 avec un objectif à moins 50% au niveau du CO2, mais aussi sur la question des particules, qui aujourd'hui est pas mis à la hauteur. J'ai évidemment une responsabilité de développement durable, donc je suis peut-être plus alerté sur ce sujet. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a plusieurs volets sur le sujet de comment les organisations de transport œuvrent. Il y a autant, effectivement, tout le travail sur l'optimisation des tournées, c'est quelque chose qui est au cœur du métier. Donc, effectivement, plus on fait de livraison, plus on charge des camions, et plus finalement le modèle économique peut être pérenne. Maintenant, ce qui est en train d'arriver, c'est effectivement les changements technologiques liés aux nouvelles énergies, à la transition énergétique. Et donc, effectivement, on voit se dégager les questions de gaz et de gaz par méthanisation, effectivement, des choix stratégiques où la France progresse. La question, effectivement, des véhicules électriques, avec la pression qui nous est portée pour, effectivement, adopter des véhicules qui sont encore
encore en cours de construction, finalement, parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. Et puis la dernière énergie, qui est bien souvent sous-estimée, qui est peut-être décriée parfois, mais c'est l'énergie musculaire, puisqu'il y a aussi cette énergie musculaire avec laquelle on peut mouvoir dans les centres-villes sur des rayons d'action qui sont plutôt petits. Donc voilà, je crois que ça, c'est la partie matérielle qui constitue un élément majeur. Ensuite, il y a toute la question de la collaboration. Et là, je pense que c'est le cœur du sujet de la discussion d'aujourd'hui, c'est comment effectivement au sein de la supply, entre chargeurs, commissionnaires, transporteurs, les mairies et les écoles, globalement, ceux qui ont la capacité de pouvoir traiter les données, on est en capacité de pouvoir avancer sur ce sujet. Alors effectivement, tout ça, c'est des points sur lesquels on reviendra tout à l'heure, les aspects technologiques, les aspects, je dirais, politiques, de mutualisation et autres. Mais je voudrais entendre le témoignage d'Emmanuel Bonneau, avec donc la société qui représente ici la société DPD, et qui, j'allais dire, c'est le métier finalement de livrer en ville. Alors comment vous vous en sortez ? Est-ce que le métier est plus difficile aujourd'hui qu'il l'était il y a 5 ans, par exemple ? Il est très différent. Alors, DPD Group, mais aussi pour l'ensemble du groupe La Poste. Une petite précision, tous les transporteurs. Je rejoins ce qui vient d'être dit, une évolution très conséquente des volumes, et donc il faut y faire face, et dans le même temps, des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, et puis aussi un devoir social, sociétal, citoyen, de respecter un petit peu plus l'environnement dans lequel on évolue, avec une activité logistique qui est en forte hausse. Je ne veux pas dire de chiffres erronés, mais je crois que sur Paris, aujourd'hui, on a à peu près tous les jours 800 camionnettes qui rentrent dans Paris, aujourd'hui. Donc si on fait 15% chaque année sur les 5 prochaines années, vous voyez un petit peu ce que ça donne dans quelques années. Donc je rejoins complètement ce que Tariel disait, c'est-à-dire qu'on a un devoir de changer notre organisation. Ce qu'on est en train de faire, et c'est un point hyper important, je pense, c'est la localisation de nos sites logistiques. J'apprends à personne que la logistique s'est éloignée des centres-villes pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, des raisons de coût, mais aussi parce qu'on ne voulait pas vraiment de logistique en cœur de ville. Et on se rend compte aujourd'hui que pour moins polluer, on ne peut pas partir de Gennevilliers, on ne peut pas partir de Créteil, on ne peut pas partir de Marne-la-Vallée. Si on veut être plus rapide dans la livraison, répondre à une exigence du consommateur, pour livrer en 2 heures, on ne peut pas non plus livrer le centre de Paris au départ de Marne-la-Vallée. Donc on a un devoir de se rapprocher des centres-villes. On a plusieurs actions au sein du groupe pour le faire, et c'est des exigences qui sont liées aussi, parce que pour pouvoir livrer en véhicule électrique, qui n'ont pas toujours une grande autonomie, et encore plus pour livrer en vélo cargo, et encore plus pour livrer à pied, on doit être de plus en plus près. Donc c'est un des enjeux auxquels on est en train de répondre aujourd'hui, et conjointement aux engagements du groupe La Poste et l'engagement par exemple de Chronopost de dire dans un an, il y aura uniquement des livraisons à véhicules faibles émissions dans Paris, donc électriques ou GNV. Objectif 2024, dans Paris, tous les transporteurs du groupe livrent en mode décarboné. C'est un objectif qu'on est en train de tester. On ne peut pas atteindre ces objectifs sans repenser tout notre schéma de production. Mais vous n'êtes pas les seuls responsables, j'allais dire. Enfin, il faut des infrastructures. On sait par ailleurs que le foncier est de plus en plus rare en périphérie des grandes villes, de Paris notamment. Voilà. Enfin, est-ce que... Comment vous débrouillez avec ça, justement, pour vous rapprocher le plus possible des villes ? C'est un énorme enjeu, et heureusement qu'on bosse dessus, que les concurrents bossent dessus, que les associations bossent dessus pour sensibiliser les collectivités, les décideurs locaux et nationaux de l'importance de la logistique urbaine. C'est vraiment primordial. On ne peut pas, sans travailler avec les collectivités locales, trouver des locaux disponibles en centre-ville, surtout dans des villes comme Paris. Ouais. Alors, Éric Petit, précisément, vous avez créé une société pour sensibiliser, en quelque sorte, voilà, les politiques, les relais d'opinion, justement, aux enjeux logistiques que pose, et écologiques que pose la distribution en ville. Oui, tout à fait. Donc, j'ai créé il y a 3 ans Écologie Logistique, qui anime une académie d'experts du transport et de la logistique, dont le rôle est de vulgariser, de rendre audible le transport de marchandises, parce que c'est un vrai métier, du moins la journée d'aujourd'hui nous le prouve encore, et quand on est élu, on ne devine pas ce qu'on doit faire comme ça. Et beaucoup de lobbies s'exercent, et il y a une incompréhension du régulateur, du législateur, à pouvoir mener les bonnes actions pour réguler les flux. Et donc dans cette structure, on a aussi bien des chargeurs, des transporteurs, des équipementiers ou des énergéticiens. Et le but du jeu, c'est de travailler dans un écosystème, tous ensemble, en trouvant des consensus et en
en montrant que c'est possible de le faire. Si je devais donner un exemple, et ça s'inscrit dans la continuité des propos de M. Veynaud de L'Oréal. Et d'ailleurs, c'est L'Oréal qui est à l'impulsion de ce projet-là, qui est Mission CO2. On a dit comment on peut décarboner à 100%, je n'ai pas dit moins 10, moins 20, j'ai dit à 100% notre transport de marchandises. Donc on part depuis une usine de shampoing, depuis une usine d'embouteillage de bouteilles d'eau, et on va jusqu'au point de consommation, que ce soit un magasin ou que ce soit du B2C, et on découpe les 5 maillons, les 6 maillons, peut-être 7 de la logistique, et on montre à chaque fois comment on peut décarboner à 100%. Mais si on décarbone à 100%, quel est mon besoin d'accompagnement réglementaire? Quel est mon besoin de réorganisation logistique? Quelles sont mes contraintes techniques et mes contraintes, bien sûr, financières? Et de là, on veut montrer, on va aller beaucoup plus vite donc dans ce projet Mission CO2 et montrer qu'on peut le faire, qu'on ne subit pas, mais quelles en sont les contreparties. Mais que cet écosystème qui travaille ensemble, qui partage, donc avec des entreprises comme L'Oréal, DB Schenker, Système U, Total, GRDF ou encore Intermarché, on est capable d'atteindre ces objectifs de zéro carbone. Alors, les entreprises, je crois, elles sont vraiment conscientes de ces enjeux, mais quand vous allez voir les politiques, est-ce que vraiment ça les sensibilise ou franchement ils s'en fichent ou ça les ennuie? Parce qu'on a un peu l'impression quand même que la supply chain a du mal à franchir le pas des politiques. On a le sentiment que ce n'est pas un sujet qui les passionne. C'est un sujet sur lequel ils ont besoin d'apporter des réponses. Il y a un besoin de régulation, mais honnêtement, ils n'y comprennent rien. Du moins, ce n'est pas leur métier. Je pense qu'il y a 95% des élus, pour ne pas dire 99%, qui ne font pas la différence entre des émissions de particules et des émissions de CO2. Le premier est un problème sanitaire, le deuxième un problème de réchauffement climatique. Et donc ils les mélangent. Donc on n'a même pas la base. Et que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les interventions, il y a un certain nombre d'élus de la nation qui se trompent sur ces deux choses-là. Et donc typiquement, en novembre prochain, avec la région Bretagne et l'Association des maires d'Île-de-France, on va former une 60aine d'élus. Donc on a créé une journée pédagogique pour la mobilité, donc on allait un peu plus large, mobilité de marchandises et mobilité de personnes, de manière à leur dire quelles sont les énergies, quels sont les types de véhicules, quelles sont les contraintes d'avoir ça. On dit qu'il faut du bio-GNV, très bien, mais actuellement le bio-GNV, et je le regrette, il n'y en a que 0,1% dans les tuyaux de GRDF, donc il n'y en a pas pour tout le monde. Donc comment on accélère et comment on encourage? Alors Franck, est-ce que c'est la même chose en Allemagne? Est-ce que c'est les mêmes problèmes? Est-ce que c'est les mêmes difficultés pour circuler en ville? Et comment on s'y prend justement pour arranger les choses? Est-ce que c'est la réglementation? Est-ce que c'est les comportements citoyens? Enfin voilà, quels sont les... Voilà, oui, tout à fait. On est d'accord sur les tendances. Il y a du commerce électronique, B2B, B2C, etc. On a 4 milliards de colis par an qui circulent en Allemagne. On a plus en plus de volume. Les prix, d'ailleurs, baissent. Les transporteurs ont du mal, même avec un volume croissant, à générer du profit. Et il y a plein de tests, plein de projets de recherche financés par le gouvernement. Là, j'ai l'impression que le gouvernement allemand, il a peut-être mieux aperçu l'importance de la logistique. On a eu la chancelière, il y a quelques années, à la conférence, que la logistique est un atout pour l'Allemagne, et puis exportateur, puis transit, etc. Beaucoup de PME. Et je pense qu'on discute tous les mêmes solutions à peu près. J'ai appris plein de vocabulaire avant de venir ici. Ici, en France, vous dites CDU. Chez moi, c'est le Parti chrétien-démocrate de ma chancelière. Ici, c'est centre distribution urbain. Après, il y a espace logistique urbain, échangeur colis, espace logistique proximité. On peut inventer encore X abréviations. Ça ne résout pas le problème. Nous, ce qu'on a fait, je suis prof à l'Université de Berlin et j'ai créé un centre de transfert de stratégie logistique. On a simulé des villes, Vienne, Bâle, Berlin, Munich, Londres. On a pu simuler les villes. Et les villes ne sont pas pareilles. Berlin est polycentrique, Paris, c'est monocentrique. Oui.
la structure de demande n'est pas la même, etc. Donc chaque ville a besoin d'une configuration de réseau propre à elle. Une vérité de base est claire, toutes les villes sont construites de manière fausse, parce que les plateformes logistiques sont loin de la ville. Il faut les avoir à l'intérieur de la ville maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la logistique paye beaucoup d'argent. Amazon, ils ont acheté un bâtiment sur les Champs-Élysées de Berlin, qui sont moins somptueux, mais aussi chers, 5000 mètres carrés pour Amazon Fresh, livraison de nourriture au bout d'1 heure. Mais ça, c'est un showcase, hein. C'est impayable pour la logistique. Donc, il faut déjà discuter ce genre de choses avec les villes qui consacrent dans le développement des endroits, mais qui sont calculés avant. Et à mon avis, chaque prestataire a une bonne idée, chacun fait un CDU ou un truc comme ça, mais est-ce que ça rentre vraiment dans la démarche de cette ville? Et deuxièmement, moi je suis impliqué dans beaucoup de projets camions électriques, camions autonomes ça fonctionne, ça commence à fonctionner, une voiture autonome à Berlin qui livre, méthanisée ou électrique. Mais je vois trop peu de coopération entre les acteurs. Des fois, il y a une plateforme, il y a DPD, DHL, et tout le monde arrive sur cette plateforme. Le camion est déchargé, après, il y a un vélo cargo qui continue. Il n'y a aucune vraie coopération. Quand je leur demande pourquoi vous ne coopérez pas, ou si je donne les données de mes clients à un concurrent, il va me voler les clients. Ça nous rassure en même temps. C'est sûrement la vérité, mais si c'est la vérité, il faut dire que la productivité, en tout cas en Allemagne, de la livraison urbaine, elle est faible. Le remplissage des camions en Allemagne tourne autour de 50-55%. Dans mon université, on a une plateforme, parce que tous les étudiants, tous les professeurs, ils commandent des vêtements pour le week-end. Donc vendredi, il y a plein de colis qui arrivent. Et DHL, UPS, ils arrivent 2-3 fois par jour dans mon institut. Et c'est toujours le même ou pas le même. Je dis, mais pourquoi vous venez 2 fois par jour comme ça? Il dit, parce que notre système ne permet pas. Donc il y a plein de choses à faire là-dedans. Productivité, coopération, discussion avec la ville. Et si j'ai encore le temps, on avait une idée de projet, une petite rue, enfin une grande rue commerciale. Vous prenez votre smartphone, vous allez dans les magasins et vous cliquez sur le produit que vous voulez avoir et on vous promet une livraison le soir entre 21h et 22h, voiture électrique. Et le maire de cet arrondissement, il était sympa, il m'a dit, écoutez, je ne vous connais pas, mais je pense que vous êtes quelqu'un du Silicon Valley, vous aimez la technologie, sûrement vous n'êtes pas marié ou vous n'avez pas d'enfant, vous avez plein de sous. Je dis, écoutez, ça fait 25 ans que je suis marié à une femme, une Française d'ailleurs, on a 2 enfants, etc., etc. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Moi, j'ai pensé à ma mère qui a 88 ans. Pour elle, ça pourrait être sympa de ne pas porter tous ces achats. Et lui, il a dit, non, vous allez sûrement attirer une clientèle qui va abîmer le niveau de loyer dans mon arrondissement. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Donc, il faut plus communiquer avec les gens. C'est les 3 leçons. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 leçons majeures que j'ai apprises jusque-là. Alors, Franck, justement, vient de citer les centres de distribution urbaine, les ELU. Il y a effectivement un certain nombre d'initiatives, malgré tout, qui ont été prises et qui marchent. Pierre, peut-être un mot sur ce qui marche pas dans ce domaine-là. Il est clair qu'en matière de logistique urbaine, il y a beaucoup d'initiatives, et certaines qui ont été lancées par les villes avec plein de projets. C'est difficile aujourd'hui de savoir quelle va être la vision de demain, mais en tout cas, ce qui semble se dessiner, c'est que les centres de distribution urbains, c'est-à-dire donc des plateformes logistiques qui sont légèrement à l'extérieur de la ville et qu'on peut encore alimenter avec des porteurs classiques et dans lesquels on mutualise les flux pour repartir vers la ville avec des véhicules propres, c'est une tendance, c'est plus qu'une tendance, puisqu'aujourd'hui ça existe. On peut noter des exemples en Belgique comme Bubble Post, qui aujourd'hui a plus de 17 centres de distribution urbains. Emmanuel en parlera, ils en animent certains. Il y en a aussi à Paris, animés par d'autres prestataires. Donc ça, c'est un concept qui est en tout cas amené à
à prospérer dans les années à venir, parce qu'il a beaucoup d'avantages. Alors après, on peut le coupler avec des entrepôts plus petits dans la ville, avec des points relais dans la ville, voire des micro-dépôts dans la ville. Mais en tout cas, de ce qui marche aujourd'hui et ce qui est arrivé, alors il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus, il y a eu des échecs à Lyon avec City Logistique sur ces modèles-là, mais aujourd'hui, il se dessine un modèle autour du centre de distribution urbain qui fonctionne. Alors, c'est encore en phase de maturité, avec beaucoup de choses, à mon avis, encore améliorées, puisqu'il faut bien mutualiser les flux, il faut bien gérer les flux dans l'espace logistique urbain. Souvent, on a des contraintes de quais, peu de quais d'accès, qui sont les mêmes quais de réception et d'expédition. Donc, il faut optimiser la gestion des quais. Il faut évidemment optimiser la combinaison des livraisons dans la ville, mieux prévoir, si on peut, les tournées. Donc là, on verra aussi l'intérêt, sûrement, dans l'avenir du big data pour mieux anticiper les besoins de tournées dans la ville au niveau tactique, mais également pouvoir mieux aussi réordonnancer en temps réel les tournées. Donc il y a encore beaucoup de travail et beaucoup d'innovation à faire. Mais en tout cas, ce concept de centre de distribution urbain semble en tout cas une des solutions d'avenir pour la logistique urbaine. Alors, il y a un projet dont on a beaucoup parlé, c'est celui de la Chapelle internationale, réalisé par Sogaris. Deux mots peut-être pour... Oui, alors, la Chapelle internationale, c'est un très beau projet. D'abord, c'est un très gros investissement, c'est 92 millions d'euros. Donc c'est un hôtel logistique, selon le concept, donc qui couvre à la fois des besoins logistiques et des besoins tertiaires en termes de bureaux. Donc cet hôtel, il est situé au nord de Paris, à Porte de la Chapelle. Dedans, il y a un entrepôt de 15 000 m² qui sera dédié à métro. Il y a également le centre de chauffage, un centre de chauffage urbain qui pour le quartier, et également le data center de la ville de Paris. Ils vont d'ailleurs récupérer l'énergie des ordinateurs de data center pour l'utiliser dans le cadre du chauffage de la ville. Donc il y a 15 000 m² pour métro. Au-dessus, il y a au rez-de-chaussée, il y a, donc là c'est le point le plus original, un terminal ferroviaire urbain, un TFU, donc avec 15 000 m², dans lequel il prévoit 4 navettes par jour de train, chaque navette pouvant avoir 50 caisses mobiles. Et également, on a donc 10 000 m² de tertiaire et 6 000 m² d'agriculture urbaine. Voilà. Et l'inauguration, donc c'est un projet qui a été mené par Sogaris, qui est donc un promoteur en logistique urbaine, dont la ville de Paris a la majorité du capital. Donc un gros investissement et un vrai concept d'avenir. Et donc l'inauguration officielle est demain d'ailleurs. Alors c'est vraiment un exemple à suivre, ou alors ça a été rendu possible justement parce que la ville de Paris est majoritaire dans Sogaris? En fait, c'est un exemple à suivre parce qu'il existe dans d'autres pays où alors, le fait qu'il y ait un terminal ferroviaire urbain, c'est assez original, mais ça existe dans d'autres pays où il y a déjà des concepts dans lesquels on manie logistique et tertiaire. Pour la simple raison que, ce qu'expliquait Emmanuel, l'immobilier est rare et cher en centre-ville, et faire la logistique, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Donc l'idée de fond, c'est de mixer le tertiaire et la logistique de façon à amortir les coûts logistiques. Et d'ailleurs, Sogaris a réfléchi avec Postimo, qui est la foncière de la Poste, à un concept qui s'appelle l'hôtel logistique pour les e-commerçants, donc qui sera un immeuble dédié à une population qui sont les e-commerçants. Donc il y a aujourd'hui 200 000 sociétés de e-commerce en France. On connaît les gros comme Amazon ou la Fnac, mais il y a plein de petites sociétés qui ont besoin de faire vivre leur logistique. Et donc le concept permet de manier à la fois la logistique, du frais et de l'ambiant. Il y a 20 000 m² de logistique. Et également avoir des bureaux, un studio photo, ce qui fait que les e-commerçants peuvent avoir leurs produits, faire studio photo, avoir leur bureau, et donc bénéficier d'un écosystème totalement dédié à leur activité. Oui. Tariel, il y a d'autres modèles un petit peu du même type dans d'autres villes comment vous... Oui, absolument. Une ville ne correspond pas à une autre, et je pense que le risque, c'est de copier-coller, et dans cette problématique de logistique urbaine, surtout pas copier-coller, puisqu'effectivement, une ville a des caractéristiques particulières qui font qu'il faut s'adapter. Et effectivement, il faut toujours que ça soit fait en concertation avec les élus locaux pour qu'il y ait un accompagnement du sujet et que la transversalité des opérateurs soit présente pour pouvoir avancer. Oui, il y a d'autres concepts. Un tiers de la facturation du monde du transport en France, c'est de la facturation à un autre transporteur. Donc, travailler ensemble, on sait faire. Et on sait faire depuis longtemps. Donc, effectivement, trouver des partenaires pour pouvoir avancer, pour gérer de la logistique urbaine. On est client de Chronopost. On opère avec des plateformes de centre-ville où on arrive à mutualiser, effectivement, avec d'autres transporteurs. Et on arrive à régler, effectivement, la problématique de livraison urbaine
de manière commune, avec un centre urbain, effectivement, puisque ça coûte cher et donc il faut le mutualiser, et puis d'œuvrer effectivement avec des opérateurs qui œuvrent pour nous, donc inversement dans le frais ou dans les petits colis, et de ne pas effectivement se retrouver confrontés à nos concurrents directs. Donc c'est vrai que ce sujet qu'évoquait, qui est présent en Allemagne, existe aussi en France, donc il ne faut pas le cacher, mais je pense qu'on arrive effectivement à dépasser une certaine problématique, et tous les travaux qui sont faits effectivement dans des ateliers ou dans des académies telles qu'écologie logistique ou dans d'autres domaines permettent d'avancer, de se rencontrer et de faire fonctionner finalement le travail commun naturel qui existe dans la supply au niveau des transporteurs avec la partie logistique. Donc oui, il y a d'autres modèles que le CDU dictatorial, je dirais. Oui. Emmanuel, peut-être sur la distribution en ville, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Je pense par exemple à des solutions de livraison autres qu'aux particuliers, qui seraient de mutualiser autour de... par exemple, on a parlé beaucoup des consignes à un certain moment, de consignes oui, dans lesquelles on pouvait déposer les paquets. Comment vous voyez ces sujets-là? Est-ce qu'aujourd'hui la distribution particulière n'est pas un petit peu une gageure, quoi, finalement? Si. La distribution, la livraison de colis, et notamment le e-commerce maintenant, ça reste principalement la livraison à domicile. C'est vraiment le moyen plébiscité par tout le monde. Mais il y a une tendance, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il faut diversifier. On est dans une société de services. Il faut une offre. Et l'offre sur un site e-commerce, c'est l'offre produit, mais c'est aussi l'offre livraison. Et l'offre livraison, il y a quelques années, c'était uniquement la livraison standard à domicile en 3 jours. Il y a eu l'accélération, 48 heures, next day, maintenant dans la journée, livraison H+, etc. Et il y a une diversification des solutions de livraison. Je vais être livré chez moi, je vais être livré à mon bureau, je vais être livré en point relais, ça existe déjà chez nous comme chez des concurrents. Je vais être livré en consigne, pareil, nous comme les concurrents. Demain, ça va évoluer encore plus. Je vais être livré dans le coffre de ma voiture. Il y a déjà plein de transporteurs qui le font en partenariat avec des constructeurs automobiles. Je vais être livré là où je suis géolocalisé. L'intelligence artificielle va permettre de savoir quelles sont vos habitudes de déplacement et de pouvoir vous livrer là où vous êtes. Donc il y a un vrai sujet sur cette amélioration, ce process continu de la livraison. Voilà. Ensuite, pour rejoindre ce qui a été dit auparavant, et c'est là qu'il y a une logique de collaboration qui est très importante, c'est qu'en termes de colis, nous, nos camions, ils sont pleins à 80-90%. Ce n'est pas un problème. On arrive très facilement à quantifier les flux, à les mutualiser et à projeter de la livraison atomisée. La vraie problématique pour les flux sur la mutualisation, c'est tous les autres flux. C'est toutes les palettes des transporteurs nationaux qui ne sont pas forcément équipés pour aller en centre-ville et qui vont finir par aller en centre-ville après avoir fait des livraisons périurbaines avec un 44 tonnes pour 2 palettes. C'est tous ces comptes propres, ces commerçants, ces artisans qui rentrent en ville alors que c'est leur camionnette aussi pour se déplacer tous les jours, etc. Et là, il y a un véritable enjeu. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille aussi sur les CDU. On en a lancé un à Grenoble, on en a lancé un à Bordeaux, on travaille sur d'autres villes, avec une double leçon qu'on a tirée des échecs précédents. C'est on ne peut pas y aller tout seul, surtout si on s'appelle La Poste, on est trop gros. Donc nous, si on crée un CDU et qu'on y va tout seul, on sait qu'on va se mettre tous les acteurs de la place à dos. Il faut prendre une petite part dans le capital, aller chercher des partenaires institutionnels, mais surtout opérationnels, des chargeurs, d'autres transporteurs nationaux, des startups, etc. Donc voilà, c'est notre stratégie. On ne peut pas être hégémonique sur ce marché. Et 2, on ne peut rien faire sans travailler avec les collectivités locales. Sans évolution de la réglementation, le modèle avec rupture de charge pour livrer proprement et mutualiser en centre-ville n'existe pas. Voilà. Donc le rythme des innovations sur la mutualisation dépend aussi du rythme de l'évolution de la réglementation des villes. Franck ? Oui, il y a des options qu'on peut maintenant même évaluer parce que ça fonctionne depuis 2-3 ans. Il y a livraison à domicile et livraison dans une entreprise. Il y a des systèmes de box privés, semi-privés, mutualisés. Il y a livraison dans le coffre. Je m'étais inscrit dans ce truc-là. On m'a livré effectivement des colis dans mon coffre. Et un jour, on m'envoie un mail. Est-ce que vous voulez vraiment avoir le colis aujourd'hui? Parce qu'on sait, vous avez booké un hôtel pour ce soir. Est-ce que vous avez encore de la place dans votre coffre? Alors j'ai dit, le confort et tout le contrôle, là je suis déjà un peu vieux pour ce genre de choses. Mais on peut s'inscrire aussi là-dedans et dire, OK, moi je vais maintenant d'ici à Charles de Gaulle
en voiture et on me met un colis dans le coffre et 3 kilomètres plus loin, il y a quelqu'un qui le sort, il continue. Ça, c'est ce genre de choses qu'on peut voir à Munich, Hambourg, Berlin. Il y a cargo tram, il y a les transports publics. Il y a le métro et le tram qui vont transporter des colis. Colis B2B, colis B2C. Ça commence au mois d'octobre, parce que la nuit, ils ont la capacité, même le jour, pourquoi pas, des lignes de bus très, très réguliers, etc. On travaille avec des hubs dynamiques. Qu'est-ce que c'est ? C'est une remorque de camion qu'on laisse pendant 3 heures dans une rue. Après, il y a des vélos qui arrivent, qui distribuent. Et après, la remorque sera déplacée. On travaille sur des réseaux neuronaux artificiels pour gérer la fiabilité des transports urbains. À mon avis, on est encore trop modeste à utiliser ce genre d'outils parce qu'on peut faire beaucoup en termes de productivité. Parce qu'à la fin de toutes ces histoires, il faut que ça soit profitable. Personne ne va financer ce genre de luxe. Et pour être honnête, très peu d'entreprises disent vraiment le vrai coût à leurs clients. Parce qu'ils ont peur de perdre un client. Alors, Zalando vous propose maintenant livraison de sacs à main en cuir en 1 heure à Berlin. Et bien sûr, ce n'est pas profitable. Ils le savent. La probabilité qu'ils peuvent mettre 2 commandes ensemble, elle varie entre 2 et 4% selon. On a calculé ça. Maintenant, il y a un système de retour. Vous pouvez même plus avoir de carton. Vous pouvez retourner où vous voulez, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure, dans un restaurant, dans un bar, et il y a quelqu'un qui va venir prendre le sac à main qui ne vous plaît pas. Il y a 60% de retour dans tout ce qui est vêtements. Coût zéro, apparemment, ce qui n'est pas vrai. Donc, un jour, il va y avoir un calcul de coût dans tout cela. Donc, à mon avis, la logistique, elle a intérêt de calculer le coût basé sur un diagnostic et un design de système optimal avant que les villes commencent à réglementer. Eux, ils vont réglementer, mais sûrement pas vers un optimum logistique. Eric ? Je pense que pour la mutualisation, il faut également bien comprendre les usages, non pas de la logistique, mais des logistiques. Parce que livrer la grande distribution ou livrer du e-commerce, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, typiquement, on vient d'analyser 500 000 livraisons réalisées en 1 mois en Île-de-France pour voir quand est-ce que chaque type de logistique occupait la voirie et donc comment, au cours de la journée, on pouvait avoir une mutualisation par exemple, des places de livraison. Et par exemple, aussi, est-ce qu'à 15 heures, et on pense que c'est possible, libérer ces places de livraison pour les remettre à l'usage du particulier. On sait par exemple, moi j'habite dans le 9e, 60% des déplacements dans le 9e sont dus à des gens qui cherchent une place de livraison. Donc c'est la mutualisation entre les acteurs, mais également entre la société civile et les particuliers. On peut également aussi approcher la mutualisation d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire qu'il faudrait mutualiser les conditions d'accessibilité des villes. Chaque ville y va l'une après l'autre en disant « moi j'interdis les plus de 19 tonnes », une autre va dire « moi j'interdis les plus de 7 tonnes 5 », une autre va dire « c'est maximum, du moins je veux que tel type de motorisation », mais en aucun cas, et je parle sous votre conseil, mais en aucun cas, un distributeur, un transporteur ne va aborder sa tournée sur la base d'une seule ville. Il va le faire dans ses points de livraison. Donc, si les réglementations sont différentes, eh ben, on crée des dysfonctionnements, on crée des externalités négatives qui ne sont pas dues du transporteur ou du distributeur, mais qui sont dues à une incohérence réglementaire entre les villes. Et à ce sujet, on a réussi à faire mettre en première action du plan d'action de la métropole Grand Paris l'harmonisation des réglementations entre ces 131 villes. Alors, c'est vrai, quand on parle de mutualisation, c'est séduisant en théorie, mais en pratique, c'est toujours plus compliqué. Est-ce que l'informatique, l'intelligence artificielle va permettre peut-être demain de rendre les choses plus faciles de ce point de vue ? Alors, nous, on a récupéré des millions de données. Mais quand je vous dis des millions, c'est par camion. On a jusqu'à 80 données par camion. On sait si le chauffeur a mis sa ceinture ou pas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on donne ces données à la chaire logistique urbaine de l'École des mines de Paris, qui n'ont pas de données, mais qui ont une capacité calculatoire sans limite.
Nous, on a plein de données, mais on est limité à Excel. Et voilà, et donc on simule des scénarios pour dire si je devais réduire mes plages de livraison, qu'est-ce qui se passe en termes d'émissions de CO2 de particules. Si je devais interdire les plus de 7,5 tonnes, qu'est-ce qui se passe en termes de congestion, en termes de vitesse de circulation, parce qu'on a les usages, mais eux savent calculer. Oui, je vois que Pierre a pris le micro. Oui, non, c'est dans la même idée. Je pense que l'avenir, en effet, en termes de logistique urbaine, viendra beaucoup de l'informatique et des capacités d'optimisation qu'on va mettre en place. Aujourd'hui, il y a des centres qui existent. Il y a eu des expériences de mutualisation qui existent depuis des dizaines d'années dans les domaines des produits de grande consommation. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin en logistique urbaine et voir comment on peut mettre en place des systèmes d'optimisation à base d'intelligence artificielle, de big data, pour améliorer la gestion des flux en ville et le remplissage des camions, absolument. Oui, Tariel. Un mot aussi sur cette question de données, effectivement, où il y a beaucoup de maturité encore à gagner, sur les nouvelles technologies pour le transfert de données. Ne pas oublier aussi la question de la sécurisation de ces données, puisque si on va vers une mutualisation, et on est ouvert effectivement pour aller vers une mutualisation, il faut sécuriser effectivement que les acteurs restent bien propriétaires de leurs données. C'est actuel avec le RGPD, mais c'est encore plus crucial puisqu'on parle finalement de notre cœur de métier. Et se pose aussi la question de la facturation, puisqu'il faut aussi une certaine ouverture de compte, un livre ouvert, pour pouvoir opérer sur ce style de situation. Et ça, il y a beaucoup de maturité à gagner encore sur cet espace-là, pour que l'opérateur logistique et celui qui fait la livraison puissent partager et optimiser le coût au mieux pour que les opérateurs qui amènent les volumes soient répercutés au coût de la mutualisation. Donc on a un gros travail à faire sur l'informatique, mais sur la finance qui est effectivement centrale. Oui. Alors, comment vous voyez la logistique urbaine, la distribution urbaine dans les années qui viennent? Quelles vont être les évolutions majeures? Est-ce qu'on va avoir des véhicules de plus en plus propres, des réglementations de plus en plus contraignantes? Enfin, comment vous voyez les choses? À quoi faut-il s'attendre? Je pense qu'en effet, là, tu as bien résumé le terme, c'est que les réglementations vont aller crescendo. On a de plus en plus de réglementations, de difficultés d'accès dans les villes, et ça va aller crescendo dans les années à venir. Les flux vont continuer à croître, et donc il va falloir trouver des solutions. Donc quand on réfléchit aujourd'hui sur la gestion des centres de distribution urbains, il y a aussi tout un problème foncier. Je crois qu'il faut trouver aujourd'hui des endroits pour mettre de la logistique dans la ville. Il y a certaines villes qui s'y prêtent. On critique beaucoup Paris, mais ils ont quand même l'avantage de faire des appels à projets pour proposer des sites dans Paris. Il y a eu Inventons la métropole du Grand Paris avec 51 sites, il y a eu Réinventons la Seine avec 41 sites. Actuellement, il y a les dessous de Paris avec une trentaine de sites qui varient de la gare des Gobelins avec 2,5 hectares à une station Champ de Mars à 250 mètres carrés. Mais en tout cas, il y a des propositions dans ce sens-là. Donc il faut en effet réinventer ça, et il faut je crois que non seulement les industriels, les prestataires, on continue à travailler sur l'optimisation des flux, sur des systèmes informatiques, sur de la mutualisation plus forte. Mais il faut également qu'il y ait une vraie prise de conscience des collectivités locales qui, certes, ont besoin de réduire les émissions de CO2 dans la ville et pour le bien public, mais doivent en contrepartie faire des efforts pour fournir des locaux logistiques aux prestataires. Je pense qu'on ne pourra pas se passer de l'intelligence artificielle. C'est ce qui va nous aider à réguler et à améliorer la réduction de la congestion et des émissions, par exemple pour un système de gestion intelligente de places de livraison, en disant je suis à 3 minutes de mon point de livraison, je réserve avec mon smartphone la place de livraison pour m'y mettre. Ou encore des véhicules qui communiquent entre eux. Les camions savent communiquer entre eux. Donc comment on le généralise et que, par exemple, également, un feu rouge communique à un camion en lui disant « je vais passer au rouge d'ici 30 secondes, arrête d'accélérer tout de suite ». Et donc là, on va avoir naturellement une baisse de la consommation et une baisse des émissions de particules par les plaquettes de frein. Et c'est cette intelligence artificielle qui nous aidera. Là, c'est le jour où il n'y aura plus de conducteur. Là. C'est carrément la machine qui parlera au camion, non? Oui, peut-être. Un peu. Hein. Moi, je pense aussi que ces algorithmes, ça va bien aider à optimiser ce que je venais d'évoquer, là, les réseaux neuronaux artificiels. D'ailleurs, c'est peut-être ça. On a essayé plusieurs méthodes avec des données de transport, port maritime, train, etc. Donc, avec ces réseaux neuronaux, on arrive à optimiser la fiabilité
de la livraison on time. Ça change tout le système, toute la manière de penser comment il faudrait guider une circulation. Peut-être il ne faut pas la guider, peut-être que pour les transports critiques, il faut trouver la meilleure place dans le groupe, etc. Mais une condition est claire, il faut que les acteurs donnent les données et qu'ils aient une certaine confiance, soit un système neutre. Berlin investit maintenant dans un centre de données, Integrated Logistics Urban System Berlin. Donc c'est la mairie qui investit et qui va dire à tout le monde qui veut rentrer dans la ville, vous vous enregistrez sur ce système et on va vous aider à vous guider. La blockchain? DHL, UPS, ils disent on n'a pas besoin de ça, on est déjà... La blockchain peut-être? Voilà, donc il y a ce genre de choses. Je pense que ça va venir. Et il y en a qui vont un peu perdre de business, il y en a d'autres qui vont gagner. Donc il faut un genre de fair play entre ces trucs. À mon avis, il faut travailler là-dessus. Et il faut que les entreprises mettent des étiquettes de prix. Moi, je commande, vous livrez demain, ça coûte tant. Vous livrez dans 3 heures, ça coûte tant. Peut-être je vais réfléchir là-dessus. Là, parce que l'aspect écologique d'une livraison commerce électronique, elle est 5 fois moins bonne que la livraison d'un magasin. Et vous avez tout à fait raison, hein, il va y avoir une logistique pour magasin, offline, et une logistique online. Et il y a très peu de synergie entre ces deux-là, ça on le sait déjà. Et avant que quelqu'un essaye d'inventer un système pour réglementer tout cela sans avoir d'idée logistique, il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes, je pense. Tariel? Oui, juste un mot. Fameux slogan, I had a dream. Le citoyen se réapproprie la ville. Je veux dire, on est complètement incohérent. On a plus de 50% de la population qui vit dans les villes et puis on se balade dans des rues où on côtoie des voitures avec nos trottinettes ou en marche à pied. Donc évidemment qu'effectivement le travail est à faire et qu'on va avoir une mutualisation, une professionnalisation, une livraison en mode doux. Et je crois beaucoup en la livraison. On est dans des quartiers. Les quartiers, ça se fait à pied. Donc le livreur, il est à pied. Ou au mieux en vélo. Donc il y a tout un panel de mobilité qui doit se faire en mode doux. Et le mode doux, c'est pas que du colis. C'est aussi de la palette. On peut bouger des volumes importants avec un mode manuel, accompagné avec l'électrique. Donc évidemment que ça se joue effectivement sur la mutualisation des centres urbains locaux mutualisés et avec de la livraison en mode doux. Viendra après des gros tonnages qu'on pourra bouger aussi de manière mutualisée. Et la Chapelle est un exemple effectivement parfait qu'il faut qu'on fasse tous fonctionner dans le cadre parisien et à répliquer effectivement dans d'autres villes quand les volumes sont au rendez-vous. Emmanuel? On est en train d'inventer des solutions, il faut les inventer de court terme. La livraison vélo-cargo, la livraison à pied, etc., etc. Il va y avoir cette période, mais elle va être transitoire. On sait que dans 7 à 10 ans, la plupart des livraisons seront des livraisons autonomes, véhicules autonomes, drones, robots terrestres, etc. Donc il faut se préparer aussi à cette évolution. Et moi, pour répondre à votre question initiale sur quelle sera la logistique de demain, moi j'attends de voir. Là, aujourd'hui, on a inventé la logistique des e-commerçants qui rentrent en ville. Mais qu'est-ce qui se passe avec le commerce de proximité ? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, en habitant au cœur de ville, se faire livrer par Amazon, par n'importe qui, la dernière paire de baskets à la mode, mais pas le pain de la boulangerie d'à côté, pas les médicaments de la pharmacie d'à côté, etc., etc. Et nous, on a des tests pilotes là-dessus, on voit des usages qui sont en train d'émerger, mais on a d'un côté une problématique des collectivités locales. Les commerces de proximité, c'est l'attractivité du centre-ville, c'est l'agrément, c'est la proximité qui sont en difficulté. Et de l'autre côté, le e-commerce fonctionne très bien, merci pour lui, et a inventé des solutions logistiques qui ne servent pas au commerce de proximité. Ma grande question à moi, c'est point d'interrogation, quand est-ce qu'on va avoir un lien entre les deux? Et ça, c'est un enjeu de demain. Donc, si je comprends bien, des véhicules plus propres, des infrastructures plus adaptées, plus de mutualisation, plus de municipalités et d'élus concernés. En fait, la logistique urbaine reste à réinventer. Merci en tous les cas pour les participants, un grand bravo. Merci de votre attention.